déjà bonjour à tous. Je suis très content de voir que vous êtes vraiment tous empressés de vous inscrire à ces trois webinaires qu'on a, trois dates de webinaires qu'on a proposées. On a voulu effectivement vous ouvrir un maximum la porte pour vous donner un petit peu un déchiffrage de ce décret. Pourquoi? Parce que le décret, il fait quand même 17 pages. Donc, j'ai vu que certains avaient déjà communiqué sur le décret en lui-même, mais 17 pages, c'est souvent imbuvable et inlisable surtout. Notre objectif à nous a été très simple, c'est de travailler sur ce décret, c'est-à-dire de l'analyser, d'en sortir les points positifs, les points négatifs, les points à préciser. C'est d'ailleurs comme ça qu'on va vous le présenter. Et ensuite, on va vous essayer de vous faire, on a sous la forme de trois schémas, on a essayé enfin, on pense de façon objective, on vous a fait une présentation de comment le métier va fonctionner avec ce décret et avec les implications qu'auront ce décret. Donc, c'est comme ça qu'on va vous le présenter. On a, en gros, au total, on a 5 slides. Donc, vous voyez, c'est quand même extrêmement réduit. Et on va essayer d'être dans le constructif et le concret. Donc, là encore, important de comprendre, on ne va pas faire uniquement dans le négatif, parce que très souvent, on est là, on critique, on critique, on critique. Bon, clairement, on ne va pas jouer la bouteille à moitié vide, on ne va pas non plus jouer que la bouteille à moitié pleine, on va essayer d'être le plus objectif possible, vous dire ce qu'on a récupéré, ce qu'on a tiré, parce que je vous rappelle qu'entre le texte initial et le texte final, il y a eu quand même beaucoup d'évolutions. Je vous rappelle à tous qu'on avait déposé notre livre blanc qui a été un vrai produit efficace parce qu'il était extrêmement concret, il était extrêmement précis et il avait des demandes extrêmement justifiées, ce qui fait qu'un certain nombre de nos points ont déjà été pris en compte. Tout cela va nous amener à dire derrière quelles vont être les actions que l'on devra mener. Est-ce qu'on devra faire des référés, des contentieux, est-ce qu'on ne devra pas en faire? Tout ça, aujourd'hui, ça va être la deuxième phase du sujet, c'est-à-dire que nous avons, après vous, hein, je ne cache pas, dans une demi-heure après vous, la fin de la réunion, on a de nouveau une rencontre avec notre cabinet d'avocats sélectionnés parce qu'on avait déjà anticipé la possibilité de faire des actions. Donc tout ça, vous voyez, on est dans les starting blocks, on a bien travaillé et on va essayer de montrer ce qui ressort de ce décret. Première chose, tout n'est pas catastrophique, qu'on soit bien tous d'accord. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. Donc, on va essayer d'être le plus pragmatique possible. On va passer directement au premier slide avec les points positifs de ce décret. Alors, pareil, vous savez qu'on a discuté dans le cadre d'Equipoto du décret qui était sorti sous le manteau, c'est-à-dire le projet de décret qui était sorti du Conseil d'État, mais qui n'était pas diffusable. Et on ne savait pas, compte tenu du lobbying qui ont été menés par les uns et les autres. Il faut savoir qu'il y a eu des très forts lobbying qui ont été menés par beaucoup de nos collègues. Efficace. Hein. Je dois remercier quand même Laurent Héraille qui a beaucoup agi et vous l'avez vu puisque jeudi dernier, il avait quand même 3 ministres dans son établissement sur lesquels il a pu faire passer des messages. On a eu un soutien de France Assureur que l'on a toujours, hein, puisque là encore, on va en parler avec France Assureur. Donc, je rappelle, France Assureur, c'est l'ancienne FFSA, l'ancienne Fédération française de l'assurance. Donc, ça regroupe la totalité des assurances et des mutuelles françaises. Donc, on travaille beaucoup en partenariat avec France Assureur, qui eux aussi ont fait du lobbying au cabinet du Premier ministre. Laurent a fait du lobbying aussi au cabinet du Premier ministre. Et on a aussi Alliance Automotive Group qui a aussi agi de son côté. Donc, plus Mobiliance
Bien sûr. Donc, vous voyez qu'on a mené tous les combats que nous avons pu à droite et à gauche de façon à ce que on puisse faire reconnaître la qualité de nos entreprises et le souhait de rester et d'essayer de rester le plus longtemps possible autonome. Donc, on va revenir et on va voir ce qui est. Alors, avant aussi d'entrer dans le détail, je rappelle la déclinaison d'un texte hein, pour qu'on soit bien tous sur le même niveau d'information. Il y a un micro qui doit être ouvert parce que ça me fait de l'écho. Voilà. Je rappelle hein, qu'un texte, on a d'abord une loi. La loi, c'est ce qui donne les produits concernés, qui est extrêmement large. La loi, elle dit, voilà, hein, ben là, on veut donc la loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Donc, ils ont dit, ben, tous ces produits, donc les fameux 22 produits, dont le VHU, on veut qu'il y ait une filière de recyclage de ces produits. Globalement, c'est ce que ça dit. La loi, ça ne va pas beaucoup plus loin, c'est extrêmement large. Ensuite, ça décline dans le décret. Le décret, on commence à préciser les choses. Là, d'ailleurs, on va le voir, pas mal de choses, définir quels vont être les acteurs, quelles vont être des définitions sur tous les produits, qu'est-ce qu'un VHU, qu'est-ce qu'un centre agréé VHU, qu'est-ce qu'un broyeur, enfin plein de termes. On va tout définir là aussi et on va commencer à donner des règles de jeu. Et pour finir, pour qu'un texte soit applicable, non seulement il faut un décret, mais il faut aussi des arrêtés d'application. Parce que les arrêtés vont aller bien plus loin. Ils vont nous dire, par exemple, on va avoir un arrêté du cahier des charges et qui vont dire, bah oui, quand on parle de dépollution d'un véhicule, ben, qu'est-ce qu'on entend par la dépollution? Qu'est-ce qu'on entend par le démontage? Qu'est-ce qu'on entend par ceci, cela? Donc, vous voyez que là, on est dans la deuxième couche du sujet. On est sur le décret. Donc là encore, il y a des choses qui sont obtenues, des choses à préciser et choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et c'est ce qu'on va décliner parce que quand on va vous dire voici les points à préciser, eh bien logiquement, quand on dit ça, c'est parce qu'on souhaitera qu'ils soient précisés dans les arrêtés d'application. Donc dans le maillon suivant. Voilà. Pour qu'on comprenne bien tous le cheminement. Hein. Mais s'il y a des questions, je vais aller un petit peu au bout et après, notez-les, on posera, vous pourrez me poser toutes les questions. Vous nous posez, puisque Claire est avec moi, hein, c'est elle qui est aux manettes, mais on travaille ensemble forcément sur ces dossiers avec Delphine. Delphine et Claire sont là. Delphine aussi est là, hein, je crois. Hein. Delphine est là avec nous aussi. Alors donc, oui, Delphine et Françoise sont aussi sont connectés aussi. Donc toute l'équipe est là. Donc on pourra répondre à toutes vos questions derrière, hein, ou des précisions qu'on ne vous aurait pas apportées. On commence ce premier slide, le slide des points positifs. Alors, les points positifs. Alors, pourquoi sortir les points positifs? Parce que je vous ai dit, je ne peux pas voir que la bouteille à moitié vide et dire qu'on n'a rien obtenu, ce qui serait faux. Hein. Alors, vous allez voir, on va retrouver par rapport à nos demandes de notre livre blanc. Le premier point positif, qui est bien clairement noté, donc quand je vous dis que c'est des points positifs, ce sont des points actés dans le décret, donc en logique, à moins que quelqu'un fasse une attaque sur ce décret, sur ces points-là, logiquement, ils ne seront pas revus et qu'on pourra les considérer comme actés. Le premier point positif, c'est qu'un centre VHU peut maintenir ses approvisionnements en direct. Alors, c'était un point très important pour nous, je vous rappelle, parce que nous voulons pouvoir conserver la possibilité de traiter avec des particuliers en direct, avec des compagnies d'assurance, et que toute la totalité des produits ne passe pas par le biais d'un éco-organisme ou d'un système individuel. Donc, globalement, avec cet article, cet point positif qui nous a été confirmé, ça veut dire que globalement, le système dans son fonctionnement ne changera pas beaucoup de celui qu'on a actuellement. Après, on va voir les finalités. Mais aujourd'hui, je vous rappelle que vous avez deux possibilités d'avoir de l'approvisionnement. Soit vous avez des approvisionnements en direct, et si parallèlement vous avez signé avec un gestionnaire distributeur, vous aviez une autre source d'approvisionnement qui vous arrivait par ce gestionnaire distributeur. Donc,
qui sera à toute logique aujourd'hui, on en reviendra un petit peu tout à l'heure, qui va se transformer peut-être en acteur des systèmes individuels ou autres, mais ça veut dire que globalement, l'approvisionnement de nos centres, et vous allez voir que ça a beaucoup d'intérêt plus tard, vous allez voir, on va en parler. Le fait de pouvoir conserver ces véhicules sont une chose très importante. Pourquoi aussi? Tout simplement parce que je vous rappelle qu'à compter du 1er janvier 2024, on aura l'obligation, tous les centres qui voudront traiter du VHU auront l'obligation d'avoir signé avec un éco-organisme ou un système individuel. Mais c'est bien l'obligation de traiter le véhicule. Alors que votre agrément aujourd'hui et votre ICPE aujourd'hui vous permet de collecter le VHU. C'est-à-dire que vous allez voir demain dans le fonctionnement, ce qu'on va vous présenter dans le fonctionnement des centres, le fait de disposer du véhicule chez vous. Alors, on pourra apparaître dans l'immédiat comme étant une plateforme de stockage et de regroupement de VHU, mais on a déjà gagné ce premier point, c'est-à-dire que les véhicules peuvent arriver toujours chez nous. Si on n'a pas signé, on n'aura pas le droit de le traiter, et ça, on va vous en donner un peu plus d'explications après, mais au moins, il sera déjà chez nous quand même. Donc, c'est un point positif, parce que si on ne le voyait pas, on aurait encore moins de chances de le récupérer demain. Et on va voir ce que ça va donner comme un intérêt dans les slides suivants. Donc, premier intérêt, on a gagné le fait de pouvoir garder cet approvisionnement en direct. Et je vous l'ai dit, c'était très important, c'est un point majeur dans nos demandes et on a été entendu puisqu'on conserve cette possibilité. Deuxième point positif, il a été précisé dans le texte, alors là aussi c'était une demande de l'article 5 de l'ancien décret, hein. On avait demandé un certain nombre de choses qui étaient interdites dans le décret actuel, on voulait le voir retransposé. Aujourd'hui, un éco-organisme ou un système individuel ne peuvent nous interdire de démontage de pièces. C'est-à-dire que même s'ils le voulaient, ils ne pourraient pas nous interdire de récupérer et de récupérer. Pour l'instant, on ne parle pas de vendre, hein, on parle de récupérer. Ils ne peuvent pas nous interdire de récupérer certaines pièces. D'accord? Donc ça, c'était ça aussi important, puisque je rappelle qu'à partir du moment où ils sont producteurs, ils sont avant tout aussi commerçants de pièces. Et à un moment, ils sont jugés partis et c'était très dommageable pour nous. Donc ça, on a pu le faire entendre, ça a été validé, un centre pourra récupérer la totalité des pièces autorisées par la législation. Donc, pour l'instant, un producteur ne pourra pas nous interdire ce démontage de pièces. Deuxième point important que nous avons utilisé. Troisième point, les pièces issues de nos démontages sortiront définitivement du problème que nous rencontrons depuis des années du sortie de statut de déchets. Ce qui veut dire que toutes les pièces issues de nos centres agréés seront des produits et plus des déchets. Donc, ça règle complètement nos fameux problèmes d'exportation qui durent depuis des années, mais il faut aller plus loin que ça dans le raisonnement, puisque le fait de sortir de statut de déchet fait que certains produits de demain, l'exemple qu'on va vous donner, c'est forcément celui de la batterie de traction des véhicules électriques. Aujourd'hui, vous avez des centres qui parlent de traitement des batteries demain, des batteries, du déchet de batterie. Comment on veut recycler les batteries et les producteurs veulent conserver le recyclage des batteries. Officiellement, une batterie, si elle correspond aux normes de réutilisation, ce n'est plus un déchet, mais un produit, et ça sort bien de cette filière que voudrait récupérer. Donc, vous voyez que c'est juste les petits éléments quand même que nous avons dans le décret, aujourd'hui, nous sont extrêmement positifs, hein. L'avantage, je le rappelle, sortie statut de déchet, plus de problème d'export, et surtout, nos pièces sont considérées comme des produits, et donc rentrent. Alors, il y a d'autres sujets qui vont arriver demain avec ça, mais ce sera un produit à part entière et plus un déchet. Donc, troisième point très intéressant. Quatrième point très important aussi,
les fabricants de pièces devront désormais fournir le référencement des pièces afin de permettre au centre VHU d'optimiser la valorisation des pièces de réemploi. Alors, on a un peu de souci avec qu'est-ce qu'on entend par fabricant de pièces. Est-ce que les producteurs sont considérés comme des fabricants de pièces ou est-ce seulement les équipementiers sont considérés comme des fabricants de pièces? Ce que l'on peut vous dire, c'est que sur LinkedIn, un des directeurs de cabinet du Premier ministre, Bourlieu, hein, Delphine, vous me reprenez, hein, s'il vous plaît, a précisé qu'il entendait bien par fabricant de pièces, producteur, puisque lui, quand il a parlé que désormais les producteurs devront nous donner le référencement des pièces, lui, il s'est bien exprimé en producteur. Alors, quel est l'intérêt pour nous de ça? Ça veut dire que je vous rappelle qu'aujourd'hui, quand on veut identifier les pièces du véhicule que nous démontons, nous sommes tous obligés de passer par des tiers, ce qu'on appelle des catalogueurs. Donc, on a ETAI, La Course, Ilexa et compagnie. Là, ça va peut-être permettre à nos DMS de travailler directement avec les producteurs pour avoir le référencement des pièces. D'accord? Donc, là encore, élément très important que nous avons obtenu. Quatrième point, donc cinquième point de point positif. Désormais, pour pouvoir négocier une pièce de réemploi, il devra falloir préciser notre numéro d'agrément, notre numéro d'enregistrement une CPE. Ce qui veut dire que ça y est, avec cet article, on finit les problèmes du Bon Coin, des ventes de particuliers de pièces détachées. Les particuliers, cette fois-ci, ne pouvant pas préciser ce numéro d'agrément, ils auront l'interdiction légale. Alors attention, hein, je ne me fais pas d'illusions, beaucoup trouveront toujours des biais pour pouvoir en vendre. Mais tous les sites comme Le Bon Coin, eBay ou compagnie qui pouvaient vendre de la pièce de réemploi aujourd'hui de particuliers, ce sera terminé. Ils arrêteront parce qu'ils ne se mettront pas hors la loi. Donc ça aussi, je vous rappelle, c'est une de nos demandes historiques qui aujourd'hui est validée dans les textes. Le sixièmement et septièmement a beaucoup moins d'intérêt, enfin sixièmement beaucoup moins enfin, nous concerne mais n'a pas de puissance comme les autres articles. La filière pneumatique et huile usagée sont exclus du champ d'application parce qu'ils ont leur propre réglementation. Donc on aura la réglementation pneumatique et huile usagée. Bon, ça c'est uniquement un point. Et le dernier, mais qui concerne peut-être certains qui sont autour de la table, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens du 2 roues, 3 roues, les voiturettes. Les voiturettes, je vous rappelle, dans le premier projet de décret, étaient exclues du décret. Là, cette fois-ci, ils sont intégrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que le décret aujourd'hui concerne la totalité des véhicules immatriculés, 2 roues, 3 roues, 4 roues, quelle que soit la typologie, le code, le segment de moins de 3,5 tonnes. Donc tous, on est bien d'accord, 2 roues, 3 roues, 4 roues, VP, VU, 2 roues, quad, voiturette, SSV, tout le monde est bien concerné par cette réglementation de demain. Ça, c'est l'ensemble des points positifs que nous avons retirés de ce décret. Ensuite, le point négatif. Alors, le point négatif, nous en avons qu'un, ce que nous, on appelle le point négatif, sur lesquels on ne peut pas laisser passer le terme. Dans le cadre de ce décret, nous avons vu apparaître, parce que c'est un terme qui n'était jamais apparu jusqu'à présent. J'ai là exactement, en même temps que je vous parle dans le décret, la définition du centre VHU. Dans la première définition du centre VHU, on avait, dans le projet initial, toute personne physique ou morale qui assure la réception, l'entreposage, la dépollution, le démontage de pièces, y compris le découpage et le compactage des véhicules hors d'usage en vue de leur traitement ultérieur.
C'était la première définition. Et dans ce décret, on a vu apparaître un nouveau mot qui est toute personne, donc un centre VHU, c'est toute personne physique ou morale qui assure la réception toujours, l'entreposage toujours, la dépollution toujours, le démontage de pièces, et là on voit apparaître ou le désassemblage. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on entend par désassemblage? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un lobbying. Alors, je vais faire un petit peu d'historique. Lors de du premier projet de décret, on vous rappelait que nous souhaitions depuis le départ que deux choses, qu'un centre VHU soit un centre qui produise de la pièce de réemploi, donc de limiter aux 850, 840 entreprises qui font de la PRE. On voulait que, les entreprises qui puissent, un centre agréé soit un centre qui produise de la PIEC, et on souhaitait un taux minimum de production de PIEC. C'est les deux points que nous demandions dans notre livre blanc. Lors du passage à la CIFREP, je vous le rappelle, c'est le comité interministériel des filières REP. Tout le monde était autour de la table, et là, c'est eux qui regardent si dans le projet, il y a des anomalies ou s'il y a des choses qu'il faut rajouter ou extraire. Dans le cadre de ce passage à la CIFREP, qui est un passage obligé, hein, tout le monde, demain, les éco-organismes ou les systèmes individuels devront déposer leur statut à la CIFREP, et c'est la CIFREP qui validera ou qui ne validera pas. Donc la CIFREP est vraiment un élément important dans le cheminement des textes. Dans le cas de cette CIFREP, qui a été votée par l'ensemble des parties prenantes de la CIFREP, moins 2 personnes, l'obligation pour un centre de produire de la PIEC. Donc on était extrêmement majoritaire, y compris les producteurs avaient voté favorablement pour qu'un centre soit producteur de PIEC. Seuls 2 organismes avaient voté contre, dont Fédérec. Fédérec a voté contre. Pourquoi? Je vous rappelle que je n'ai pas encore regardé les chiffres 2020 du rapport ADEME, mais dans le rapport 2019, sur les 1 500 000 VHU qui étaient traités en 2019, 1 100 000 étaient traités par les 840 qui font de la PIEC, et 400 000 véhicules faisaient l'objet de matière purement et simplement. Donc allaient chez les adhérents Fédérec. Forcément qu'avec cette obligation de démontage, on pouvait imaginer que ces 400 000 véhicules qui partaient en filière, donc pas illégales, hein, bien sûr, puisqu'ils étaient agréés, mais qui faisaient l'objet d'aucune pièce, allaient réintégrer, même si quelques centres des 800 centres qui ne produisent pas de pièces, aujourd'hui, certains allaient peut-être s'en mettre à en faire quelques-unes, mais on allait récupérer une grande part de cette volumétrie dans nos centres. Forcément que les gens de chez Fédérec, qui sont avant tout les récupérateurs de ces 400 000 voitures, malgré la position, et là je tiens à le dire quand même, malgré la position de la branche VHU de Fédérec, hein, qui sont composés, le président, je le rappelle, Jean-Pierre Labonne pour ceux qui le connaissent, et en vice-président, 2 vice-présidents, Olivier Godot de chez Indra et Fabrice Henriot de chez Casse Automobile. À location automobile. Donc, malgré la position de la branche VHU de Fédérec, qui était d'accord avec nous pour que les véhicules, tous les VHU fassent l'objet de valorisation de pièces, leur fédération a été à l'encontre de leur demande pour eux valoriser forcément les broyeurs qui voulaient de la possibilité de pouvoir conserver de la volumétrie. Donc, ils ont fait du lobbying aussi. Et ils ont été pleurés à la DGPR pour dire que ce n'était pas normal, qu'il fallait leur conserver cette possibilité-là. La DGPR, à l'encontre de la position de la CIFREP, a rajouté dans le texte un petit mot de façon à essayer de la faire passer en douce, parce que personne, dans tous les contacts que nous avons politiques, dans tous, ils n'avaient pas vu l'astuce du mot désassemblage. Et avec ce petit coup de passe-passe de désassemblage, qui pour les broyeurs, c'est simple, c'est j'arrache le moteur, j'arrache le faisceau électrique et j'ai fait du désassemblage. Donc, correspond bien à l'obligation d'un centre VHU. Donc, forcément que ce mot désassemblage
n'est pas entendable pour nous. Il a été rajouté. Pourquoi? Il a deux risques. Il y a le premier, c'est que, un, il concerne leurs 400 000 voitures qui traitent aujourd'hui, et deux, que si nos producteurs, et vous voyez déjà certains producteurs qui disent « Oui, mais vous comprenez, les vieux véhicules, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas ceci, pas cela », ce qui veut dire que peut-être les 400 000 d'aujourd'hui pourront peut-être se transformer en 6 ou 700 000 demain. Donc, pour nous, il est indispensable, il n'est pas entendable que ce mot désassemblage perdure. Bon, on verra les actions, nous sommes en train de regarder toutes les actions que l'on va pouvoir mener dessus. C'est l'objet de notre rencontre de tout à l'heure avec notre avocate. Mais c'est pour nous le point négatif crucial. D'accord? Alors, voilà, je voulais faire le point sur ça. Après, les points à préciser. Alors, quand je vous parle de points à préciser, c'est ceux que on veut voir apparaître dans les arrêtés, sur lesquels il va falloir faire un focus dans les arrêtés pour pouvoir être sûr qu'ils ne puissent pas porter préjudice. Donc, on va commencer par la première phrase qui avait fait beaucoup causer, je vous rappelle, dans le cadre d'équipe auto, hein, quand on parlait du projet de décret, ce qui avait fait couler de l'encre et couler de la salive, c'est la phrase qui apparaît dans le texte qui dit « La circonstance qu'un véhicule conserve une valeur commerciale est sans incidence sur son statut de déchet ». Tout le monde a pris cette phrase pour concerner les véhicules assurance. Mais là, qu'est-ce qui se dit? Déjà, il faut savoir par nos avocats spécialisés on a eu quand même 2 cabinets qu'on a consultés, ils nous ont tous précisé que cette phrase apparaît dans toutes les filières REP. Elle n'est pas apparue exclusivement pour nous les VHU. Dans toutes les filières, elle est apparue. Et de plus, pourquoi ils l'ont précisé? Parce que nous avons dans toutes les filières, il y a des produits qui sont, si on ne met pas cette phrase, c'était simple de vider le texte de son contenu. Il suffisait, et vous le savez mieux que moi, que, entre autres, un VHU a généralement une valeur positive. Donc, rien que le fait de dire je donne 1 € d'un VHU, ça lui donnait une valeur positive et ça l'excluait de la filière. Donc, forcément que le rajout de cette phrase n'est pas focalisé sur le véhicule assurance, elle était nécessaire pour bien dire qu'un produit qui soit valeur négative, valeur positive, si le détenteur a l'intention de s'en défaire, donc c'est bien un déchet et qu'il faut donc bien l'intégrer dans la filière. Par contre, effectivement, les véhicules assurance, de fait, peuvent se trouver concernés. Puisque je rappelle que sur le véhicule assurance, et là je fais un petit focus parce que je sais que beaucoup de gens vont nous poser des questions, sur le véhicule assurance, il y a 2 textes qui légifèrent. Le premier, l'article, le code de la route, d'accord, qui dit qu'un véhicule assurance devient un déchet, enfin devient un VHU, donc un déchet, lorsqu'on a émis la DAD, la déclaration d'achat pour destruction. OK. On l'a. C'était une des clauses pour qu'un véhicule devienne un déchet. Mais il y a une deuxième clause, il y a un deuxième texte, c'est celui du règlement déchets qui dit que tout propriétaire qui a l'intention de se défaire d'un produit et dont il ne sait pas la destination, ce produit devient un déchet. Et c'est cette deuxième approche qui nous pose problème. Et là, c'est pour ça que, clairement, on a argumenté, et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure en amont, en préambule, qu'on travaillait beaucoup avec France Assureur, parce que nous sommes dans la, comment dirais-je, dans les véhicules assurance, on a bien 2 typologies de véhicules. Dans le véhicule assurance, il y a bien 2 axes. Il y a un axe économique, le véhicule économiquement irréparable ou le véhicule économiquement réparable, mais on a aussi une notion de technique, véhicule techniquement irréparable et véhicule techniquement réparable.
Sur le véhicule techniquement irréparable, dites-vous bien, pas de débat, ce sera un VHU. Ça, c'est clair, pas de discussion. Par contre, tout le débat et tout ce qu'on va demander qu'il soit précisé dans les arrêtés d'application, c'est que tous les véhicules, quand on est bien sur une notion d'économie, les véhicules, les VEI techniquement réparables ne doivent sortir de cette emprise. Pourquoi ? Parce que ça va aussi à l'encontre de la réparabilité. On vous rappelle que dans le cadre des valorisations, aujourd'hui, je rappelle, c'est principalement la réparabilité. On doit réparer les produits, réparer si on peut, réparer de les pièces de l'économie circulaire et ensuite, in fine, de la pièce neuve. Donc, le fait de vouloir intégrer ces véhicules uniquement sur le statut de économiquement irréparable, de laisser rentrer dans le VHU, c'est extrêmement sujet à débat. De plus, aujourd'hui, il faut le savoir, dans la position, dans la vision du ministère des Transports, enfin le ministère de l'Intérieur, concernant le véhicule, le VEI, il y a une évolution alors, c'est rien d'officiel, hein, on est dans le débat pour l'instant, on est dans les discussions concernant le devenir du VEI en tant que VEI. Pourquoi? Un véhicule économiquement irréparable, hier, c'était simple. Le véhicule, on prenait un véhicule, on prenait sa valeur avant sinistre, on chiffrait le montant des pièces, le montant de la main-d'œuvre, et on disait le véhicule il est économiquement irréparable ou économiquement réparable. Aujourd'hui, cette notion de VEI est extrêmement variable. Pourquoi? Ben, il suffit qu'au lieu de mettre de la pièce neuve, on met de la pièce de réemploi. Paf, le montant des réparations descend. Le véhicule qui est irréparable, économiquement irréparable en pièce neuve, est économiquement réparable de la pièce de réemploi. Il suffit qu'on change de centre de réparation, le coût de la main-d'œuvre n'est pas la même. Enfin bref, donc dans l'esprit du ministère aujourd'hui de l'Intérieur, il se pose la question s'il ne devrait pas, dans le raisonnement, conserver que la notion de technique. Un véhicule est-il techniquement réparable ou techniquement irréparable? Donc, on a bonne chance, je le dis bien, compte tenu de la pression et de la position de certains de nos cabinets de ministres, hein, puisque je vous ai dit qu'on avait il y avait beaucoup de lobbying fait par les uns et par les autres. J'ai vu d'ailleurs que Luc Fournier nous avait rejoint. Je précise, Luc, j'ai cité tout à l'heure que vous aviez aussi agi dans ce sens-là pour faire sortir un petit peu tous ces produits. Donc, le véhicule assurance, on espère, et il nous a été assuré par les différents ministères qu'on sera partie prenante dans la rédaction du cahier des charges et des arrêtés. Donc, dans ce cadre-là, on va bien faire le nécessaire pour sortir les véhicules économiquement irréparables et techniquement réparables de ce process. Mais, comme on vous dit, c'est des points à préciser. À l'heure où on se parle, je ne peux pas vous dire qu'on a gagné, je ne peux pas vous dire qu'on a perdu. Voilà. L'autre point à préciser, c'est forcément la liberté d'entreprendre. C'est-à-dire, est-ce que, je vous ai dit tout à l'heure que dans les points positifs, que nous avons gagné le fait de pouvoir démonter la totalité des pièces. Le deuxième point qu'il va falloir préciser, c'est qu'on nous laisse bien le droit de vendre nos pièces, la liberté de vendre nos pièces et de ne pas forcément nous mettre des barrières et de nous interdire tel ou tel marché. Deuxième point, donc ça, les textes devront le préciser. Alors, là encore, on ne sait pas trop la tournure parce que nous avons le troisième point qui nous ennuie énormément, qui est à préciser, qui demain deviendra propriétaire de la matière et des pièces. Et là, si on vous fait un petit peu des comptes rendus de ce qu'on a eu, on a rencontré les trois principaux producteurs. Quand je dis les trois principaux, on parle de Stellantis avec ses 14 marques, on parle de Renault avec ses 3 marques et on parle de Volkswagen avec ses 6 marques. Quand on ajoute ces trois grands producteurs,
on pèse globalement 80% du marché. Hein. Vous êtes tous bien conscients que globalement, c'est l'ensemble de toutes les marques Stellantis, Peugeot, Citroën, DS, Fiat, Opel et toutes les sous-marques, les petites marques de chez Stellantis. Vous y avez mis Volkswagen avec Skoda, Seat, Volkswagen, Audi, Cupra maintenant et Volkswagen utilitaire. Vous mettez Renault avec Renault, Dacia, Nissan et voilà, vous avez globalement, on pèse bien 80%. Donc, aux discussions que nous avons avec ces trois acteurs-là, clairement, leur objectif aujourd'hui, vous les avez d'ailleurs entendus, ils prévoient de faire des milliards de chiffre d'affaires sur le recyclage. Et notre inquiétude, c'est comment ils vont mener la danse pour récupérer. Leur souhait, c'est quand même, alors prioritairement la matière, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est la matière qui les intéresse. Et aussi la pièce. On voit la position de Renault, la position de Peugeot, enfin de Stellantis. Tout le monde s'intéresse à la partie pièce aussi, puisque les producteurs aujourd'hui veulent boucler. Vous le voyez bien, vous entendez bien tous les débats qu'il y a sur la distribution automobile. Ils veulent avoir la main sur la totalité de la boucle. Donc, c'est pas gagné là encore. Hein, c'est vraiment pour nous des inquiétudes. Voilà. Alors, on vous a essayé de vous sortir de ce document, point positif, point négatif, point imprécis. Alors, fort de tout ça, qu'est-ce que ça donne quand on fait un schéma de la filière? On revient. Donc, aujourd'hui, vous avez des détenteurs de BHU. Alors, autre point positif qu'on a oublié de vous préciser, mais qu'il faudra le mettre dans nos points positifs, on conserve bien que c'est le centre agréé BHU qui émettra la DAD, la déclaration d'achat pour destruction. Ce sera quand même toujours le centre qui fera la destruction administrative du véhicule. Donc, on reste bien au cœur de la problématique. Donc, en toute honnêteté, je pense que mes collègues qui travaillent avec nous sur le sujet seront à peu près d'accord. La profession en elle-même, le métier, restera et perdurera dans les années à venir. La question maintenant, c'est quel va être notre champ de liberté dans ce métier. Est-ce qu'on sera qu'un prestataire? Est-ce qu'on aura encore de l'indépendance? Et c'est tout ça, là, les curseurs qu'on va pouvoir faire varier dans les arrêtés. Mais le métier en lui-même, on est à peu près certain, parce que les trois opérateurs, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, les trois grands producteurs disent tous qu'il faudra entre 600 et 800 centres pour couvrir le territoire. Ils n'ont pas le choix, parce qu'ils doivent mettre en place, là aussi, autant de centres qu'ils mettent de produits sur le marché. Enfin, ils doivent valider autant de centres capables de traiter la totalité des produits qu'ils mettent sur le marché. Donc, globalement, on n'est pas sur les 1 100 000 qu'on traite aujourd'hui, on est sur les 1 800 000 véhicules en moyenne qui est vendu. Donc, si on prend Stellantis pour citer, aujourd'hui Stellantis, c'est globalement, à tout confondu, environ 50% du parc automobile, hein, toutes marques confondues. Donc, ce qui veut dire que Stellantis lui-même doit avoir autant de centres capables de traiter 900 000 voitures. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, ils ne pourraient pas traiter qu'avec leurs 150 ou 200 centres avec lesquels ils sont contractualisés. Ce n'est pas possible. Donc, on peut être à peu près certain, ce que je vous ai dit, que tous les centres qui produisent de la pièce, qui traitent un certain nombre de voitures. Alors après, comme il va falloir tous grossir, donc parce qu'il y aura moins d'acteurs sur demain, donc l'État et les entreprises vont grossir, mais ça veut dire que, et là ils sont tous les trois, on les a bien vus indépendamment les uns des autres, hein. On ne les a pas vus ensemble, sont tous sur la même volumétrie entre 600 et 800 centres. Ok, donc voilà. Alors maintenant, un détenteur, il pourra donc soit remettre son véhicule directement par un centre VHU, okay, soit passer par un nouveau métier qui a été validé dans le texte de décret, c'est celui de collecteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Ils ont mis en place le statut de collecteur, mais le collecteur est forcément lié aux éco-organismes, au système individuel. Mais attention, ça ne peut pas être une plateforme, ça peut être un collecteur qui fasse la transaction et le mouvement des véhicules, hein, parce que je vous rappelle que dans le nouveau texte, les éco-organismes et les systèmes individuels ont l'obligation de collecter le véhicule chez le détenteur. Hein. Là, il n'est plus question de nous livrer la voiture, il est question de nous dire, maintenant, si vous, les véhicules, moi, monsieur Intel, mon véhicule, il est dans le fossé là-bas, vous allez le chercher, et c'est à vos frais. D'accord? C'est quand même ce que dit le texte aujourd'hui. Donc, on a voulu, et la branche a été aussi favorable à séparer le métier de collecteur. D'ailleurs, vous regardez dans tous vos traitements de déchets aujourd'hui, vous avez bien le détenteur, le collecteur et le centre de traitement. Donc, c'est bien le découpage qu'on retrouve à peu près dans tous les déchets. Sauf que je rappelle que comme un collecteur de déchets, le collecteur là sera un collecteur de déchets. Ça veut dire que s'il veut pouvoir faire une plateforme, il devra être ICPE, il devra avoir toutes les obligations réglementaires. OK? Donc, mais ça laisse quand même la porte ouverte où on pourra avoir des véhicules ou en direct ou arrivant par ces collecteurs. Mais attention, un centre agréé VHU pourra aussi avoir un agrément de collecteur. Mais ce sera deux agréments différents. On aura celui du centre et celui du collecteur. Mais l'un n'empêche pas d'être l'autre. Voilà. Tac, 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 le centre VHU. Donc, on rappelle, le centre VHU aura la destruction administrative, comme je viens de vous dire, la destruction physique, donc d'où notre problème de désassemblage, hein, vous voyez il apparaît, donc c'est pour ça qu'on tient un petit peu dessus. Un centre à VHU, qu'est-ce qu'il devra avoir pour pouvoir perdurer? Être ICPE, bien sûr, et avoir l'agrément VHU jusqu'au janvier 2025. Et ensuite, bon, mais ce qui est, bon, pour nous, on ne va pas débattre là-dessus parce que ça ne va pas nous poser problème, mais on devra avoir contractualisé à compter du 1er janvier 2024 avec un éco-organisme ou un système individuel. Là encore, 1er janvier 2024, compte tenu des délais aujourd'hui et où nous en sommes aujourd'hui, ce n'est pas gagné, hein, la date peut, mais on va rester sur ça, d'accord? Et ensuite, on aura bien deux activités. Vous voyez que si on regarde ce schéma, ça ne va pas fondamentalement modifier l'activité que nous avons. On a uniquement des précisions à apporter. On a donc l'obligation des producteurs, donc c'est de fournir les informations qu'on vous a dit et l'ensemble des référencements de pièces. Alors, pourquoi on a voulu mettre ce schéma? Pour bien vous faire comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément on ne va pas révolutionner le métier, hein, enfin, sur son fonctionnement actuel. Ensuite, on a superposé, enfin, on a surtout mis face à face. Non, allez-y, c'est bon, Claire. Hein. Les deux, le slide suivant. Ou Claire? Oui, ça arrive, ça arrive. Voilà, merci. Je l'ai changé. On a essayé, on a mis en parallèle quelles étaient les obligations d'un éco-organisme, qui étaient les obligations d'un système individuel. Dans les deux cas, c'est absolument identique. Il n'y a pas de différence entre un éco-organisme ou un système individuel. Il n'y a rien qui diffère dans l'un à l'autre. Ils ont tous les deux les mêmes obligations. Par contre, la seule des choses qui diffèrent, c'est que dans un éco-organisme, il peut d'entrée de jeu définir qu'il soit un éco-organisme opérationnel ou un éco-organisme financier. Vous rappelez que la branche demandait ce que l'éco-organisme soit un éco-organisme financier, c'est-à-dire qu'on laisse faire les acteurs et dans l'hypothèse où il y a un déficit, on demande à l'éco-organisme de couvrir ce déficit. C'était le souhait de la branche, c'est-à-dire garder notre autonomie telle qu'on la connaît aujourd'hui et telle que fonctionne le système aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on avait une instance économique de la filière qui était là, qui n'était rien d'autre qu'un l'équivalent d'un éco-organisme financier. Donc, d'entrée de jeu, un éco-organisme pourra prendre la décision d'être ou un éco-organisme financier ou un éco-organisme opérationnel.
Opérationnel, ça veut dire qu'il va s'immiscer dans toutes nos actions, il va contrôler, il va pouvoir, on va devoir lui justifier un certain nombre de choses. Donc, c'est pour ça que vous comprenez bien qu'on souhaitait que ce soit plutôt un éco-organisme financier. Dans le système individuel peut aussi être financier ou opérationnel. Sauf que là, on retrouve le SI financier qu'à la fin. Pourquoi? Parce que par définition, quand un système veut se mettre individuel, c'est qu'il veut avoir la main sur le sujet. Donc, par définition, un système individuel est forcément opérationnel. Donc, le système financier existe, mais il y a peu de chances que si un producteur se met sur un système individuel, il souhaite mettre un système individuel financier. Dans les éco-organismes, on va y revenir tout à l'heure quand on va voir le schéma 3. Schéma 3. Donc, quelles sont les situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver? Voilà. Quels sont les 3 cas dans lesquels on peut être, ou des fois une association des uns et des autres, et on va le voir. Alors, aujourd'hui, quand on lit le texte, un centre VHU en contrat avec au moins un éco-organisme. Alors, aujourd'hui, je vous ai dit que les 3 principaux, qui pèsent 80% du marché, clairement veulent faire des systèmes individuels. Mais on a encore les 20%. Et là, je vous ai parlé pour l'instant que du 4 roues. Mais on a nos amis du 2 roues. Dans le 2 roues, il y aura forcément des éco-organismes. Parce que je vous rappelle que vous avez des importateurs chinois, vous avez tous ces gens-là qui arrivent, qui eux vont peser que des petits volumes, que ça va emmerder copieusement, ils vont forcément créer des éco-organismes. Et le législateur voudrait bien qu'il y ait des éco-organismes. Parce que l'avantage d'un système individuel, c'est un système fermé. Hein. Vous êtes individuel, vous commencez, vous finissez, vous occupez de tout. Par contre, quand vous êtes dans un éco-organisme, quand vous êtes dedans dans l'éco-organisme, vous ne pouvez pas, s'il y a un producteur qui arrive et qui dit « moi, je veux rejoindre votre éco-organisme », l'éco-organisme ne peut pas lui fermer la porte. Donc, à partir du moment où il respecte les règles de jeu. Donc, on aura forcément des éco-organismes. D'ailleurs, on a un rendez-vous la semaine prochaine avec la SIAM, avec les importateurs, pour voir aussi la position des uns et des autres. Donc, ça veut dire que demain, dans le texte tel qu'il est écrit, du moment qu'on aura un centre, on aura signé avec au moins un éco-organisme, même si c'est pour éventuellement traiter un véhicule ou 2 véhicules à l'année, eh bien, il aura 2 options. Déjà, il y a ce centre VHU pourra traiter tous les VHU. Alors, tous les VHU qui rentreront là. Je vous ai dit, comme je vous ai dit qu'on avait gardé l'aspect, l'approvisionnement en direct, ça veut dire que du moment qu'on a signé avec un éco-organisme, même que ce soit un tout petit, on s'en fout, vous avez le droit de traiter tous les véhicules. Alors, on a juste une précision que l'on souhaite de voir aussi apparaître, c'est qu'est-ce qu'on entend par catégorie d'agrément réceptionné sur son site. Clairement, pour nous, on pense que catégorie d'agrément, ça doit être les segments. Clairement, pour nous, c'est VP, VU, 2 roues, voiturette et autres. C'est ces segments-là qui vont être importants. On pense que c'est ça ce qu'on appelle catégorie d'agrément. Mais ça, il faut qu'on se le fasse préciser. Mais si c'est bien ce que nous, on pense, du moment qu'on aurait signé, je prends des gens du VP mais je ne veux pas faire de focus sur VP, mais sur 2 roues, pareil, il suffira d'avoir signé avec un éco-organisme pour pouvoir traiter la totalité des 2 roues ou la totalité des 4 roues, quelle que soit la marque. Mais l'avantage qu'on a, c'est que ce n'est pas parce que vous pouvez que vous devez. Ce qui veut dire que le décret vous dit moi, je n'ai pas signé avec un système individuel, donc vous avez signé avec les 20%, avec un éco-organisme qui représente les 20%, je fais à la louche pour le VP, on dit, OK, il y a un seul éco-organisme qui regroupe les 20% restants. OK? Mais forcément, ça vous permet de traiter 20% de vos véhicules avec qui vous avez signé, mais ça vous permet de traiter les Stellantis ou les Renault ou pas, vous pouvez les traiter. Mais vous pouvez aussi, si ça ne vous intéresse pas, dire
à Stellantis ou à Renault pour venir chercher la voiture. OK? C'est-à-dire que ça vous laisse la possibilité de soit demander de vous faire agréer, parce que là, on va arriver dans les positions, dans la position 3, c'est-à-dire un centre qui n'aura pas conclu avec un éco-organisme, enfin avec un système individuel ou un éco-organisme, il pourra demander aussi d'être agréé par ce producteur-là. Donc, vous voyez, donc, la version de vert, pourquoi on l'a mis au vert? Parce que c'est tout serait au vert pour nous. Hein. Si l'important pour nos centres, ça va être de signer au moins avec un éco-organisme, peu importe la taille. Si on a ça, on est à peu près sorti, on va pouvoir traiter tous les véhicules. Deuxième cas, un centre, il n'a pas signé avec un éco-organisme, il a signé avec un ou plusieurs systèmes individuels. Là, il n'a pas le choix, il n'a le droit de traiter que les véhicules des marques avec lesquelles il a signé. Clairement, pas de choix, uniquement celle-ci. Troisième cas, je vous ai dit, on a gardé la possibilité de réceptionner les voitures, vous avez signé avec personne, vous avez les voitures. Vous avez deux possibilités. Vous laissez à disposition, vous dites à chacun, vous venir chercher vos voitures. Chacun vient chercher des voitures. Mais, là encore, et là, c'est ça qui est important pour nous, c'est que ça n'est pas dit, vous devez leur laisser reprendre la voiture pour pouvoir la traiter, mais elle n'est pas forcément à titre gratuit. Ce qui veut dire que la voiture que vous avez récupérée, vous pouvez dire, j'ai fait du dépannage, j'ai du gardiennage, et si vous venez la chercher, vous payez. Deuxième possibilité, puisque là, vous avez la possibilité, vous avez le véhicule chez vous, vous demandez au système individuel ou à l'éco-organisme de contractualiser avec eux. Donc, pour eux, il y a deux possibilités. Soit ils refusent de contractualiser, et dans ce cadre-là, le véhicule, ils viendront le chercher, et patin coup fin, vous remettez toute la facturation que vous pouvez sur ce véhicule pour essayer de leur faire changer d'avis. Soit ils vous disent, non, compte tenu du volume que vous avez, je contractualise avec vous. Je vous rappelle qu'il leur faut tous entre 6 et 800 centres. Voilà. Donc, aujourd'hui, tel que ça se présente, encore attendre les cahiers des charges, les arrêtés, pour qu'on voit comment tout ça, ça va se finaliser. Mais, je dirais que ça va surtout, je pense qu'on va pas, le métier par lui-même va perdurer, ça va être le mode de fonctionnement qui va connaître pendant un moment une certaine incertitude, des points de calage, parce que quand on est avec les producteurs, je peux vous dire qu'eux-mêmes ne savent pas trop comment ils vont s'en sortir. Parce qu'ils veulent des systèmes individuels, mais ils ne voient pas comment, s'ils ne signent pas avec tout le monde, ils ne voient pas comment ils vont traiter. Ce qu'ils veulent, eux, et c'est pour ça que c'est nos actions actuellement de communication et de relation avec eux, c'est de dire, bon, OK, vous voulez des systèmes individuels, nous, on veut des protections. Maintenant, si on est d'accord et si on arrive à trouver un deal, pourquoi pas, et puis on va trouver. Parce que eux, ce qu'ils ne veulent pas, et là, tous les trois, ils l'ont dit, ils ne veulent pas discuter avec leurs copains à côté. S'ils ne veulent pas, ils veulent des systèmes individuels. Ce n'est pas vis-à-vis de nous, c'est parce qu'ils ne veulent pas parler avec leurs petits copains d'à côté. Donc, ils veulent tous rester dans leur précaré parce qu'ils vont même plus loin que ça. Ils imaginent qu'un Indra, un Trasauto ou autre signe et qu'on ne change rien. C'est-à-dire que les 10 systèmes individuels ou les 5 ou les 3 ou les 4 systèmes individuels passent par une plateforme, donc un éco-organisme déguisé qui s'appellerait Indrabis, Trasautobis, EcoVHUBis ou Patacoufa, d'accord, qui ferait le dispatching de voitures. C'est-à-dire qu'on ne changerait rien au système, sauf qu'au lieu de l'appeler gestionnaire distributeur, on l'appellerait plateforme de concentration de systèmes individuels. Enfin, peu importe le terme. Voilà. Mais le législateur ne veut pas ça. Pour lui, c'est un éco-organisme déguisé. Donc, les producteurs, on n'a pas vu, à l'heure où on se parle, le dernier épisode du feuilleton, hein, je vous le dis honnêtement. Hein, parce que pour qu'il puisse aujourd'hui exister, un éco-organisme ou un système individuel doit déposer ses statuts, ses cahiers des charges, y compris l'appel d'offres qui va nous demander de signer.
il doit tout présenter à la CIFREP. Et je vous rappelle qu'on siège quand même à la CIFREP par l'intermédiaire de la CPME, mais on y est, la première fois, on y était, j'ai pu m'exprimer dans le cadre de la CIFREP. Donc, tout n'est pas joué. Voilà ce que aujourd'hui l'état du dossier. Maintenant, tous ceux qui veulent nous poser des questions peuvent nous les poser, on essaiera d'y répondre. Ah oui, il y a une question. Pouvez-vous redéfinir être collecteur et qui peut créer un éco-organisme? Alors, on va parler de première question des éco-organismes. Alors, quoi qu'il en soit, les éco-organismes systèmes individuels, seuls les producteurs peuvent créer un éco-organisme. Seuls les producteurs. Donc, alors attention, on entend par producteur des gens qui produisent sur le territoire ou des gens qui importent sur le territoire. OK? Donc, par exemple, demain, je parle pour le 2 roues, parce que je vois qu'il y a Franck, je l'ai en vision, hein, Franck, mais je dirais, dans le 2 roues, on a, je ne sais pas, Auchan ou Leclerc qui importent des véhicules chinois et qui les commercialisent, par exemple, demain sous la main de leur marque, d'accord? Eh bien, demain, ils vont devenir producteurs. Ils devront. Donc, vous imaginez que demain, alors, autant dans le 4 roues, c'est beaucoup plus structuré. C'est pour ça que quand on parle d'éco-organismes, nous, on va être emmerdés avec les systèmes individuels, mais les 2 roues, globalement, les producteurs de 2 roues, ils sont absolument pas structurés pour faire du système individuel. Ils vont devoir créer, parce que vous imaginez de voir Leclerc ou Auchan ou d'autres Carrefour demain se mettre dans la gestion de véhicules, c'est vraiment pas leur job. Donc ils vont vraiment créer plutôt des éco-organismes, d'accord? Donc, mais quoi qu'il en soit, donc un éco-organisme ou un système individuel, ça ne peut être seul un producteur ou un importateur qui importe sous sa marque, hein, sous son nom, soit comment dirais-je, peut créer ça. Donc là, on n'a pas, parce qu'on l'avait envisagé, hein, je vous le dis honnêtement, on l'avait envisagé, on s'était dit, est-ce qu'on ne pourrait pas, la profession, créer notre propre éco-organisme? Ben non, c'est pas possible. Deuxième question, c'était pour les collecteurs. Pouvez-vous redéfinir collecteur? Alors, collecteur, j'essaie de trouver. Alors, collecteur, la définition précise. Toute personne physique ou morale qui assure la collecte et le transport des véhicules hors d'usage. Nulle part dans la définition de collecteur, il y a marqué entreposage. Donc, on est bien sur le statut d'une personne, d'un dépanneur ou autre qui voudrait être collecteur pour les centres et faire uniquement la partie transfert. Pourquoi nous, on avait souhaité ça, de laisser apparaître le collecteur? Alors, c'est un sujet sur lequel on est en désaccord avec la branche VHU de chez Fédérec, parce que eux, ils souhaitent que le collecteur soit intégré à la mission de VHU. Nous, on a pensé au BN, en y réfléchissant, compte tenu qu'il allait falloir collecter les véhicules chez les particuliers, quel que soit l'endroit, hein, je ne le cache pas, gratuitement, eh bien, nous, on le vit déjà au niveau de l'assurance. L'assurance, aujourd'hui, nous demande de faire la collecte gratuite. On fait la collecte et le stockage gratuitement pour les assureurs. Il est clair demain que quand vous allez ici, on va signer, parce que même si je suis plus d'activité, j'ai encore quand même un peu d'écoute. Demain, quand on est un centre, eh bien, on va vous dire, bah, OK, dans le contrat que vous allez signer d'opérateur de traitement, on va vous dire, bon, bah, on est d'accord, hein, tu collectes les véhicules gracieusement pour nous. Parce que l'éco-organisme ou système individuel devra payer, l'équilibre. C'est-à-dire que la prestation, si elle est individualisée, elle sera onéreuse pour l'éco-organisme, puisque le statut de collecteur, c'est le dépanneur. En gros, on aura un statut de dépanneur. Donc, si on fait une prestation, ou si un tiers fait une prestation, il demandera forcément rémunération. Donc, si on l'avait laissé intégrer au centre agréé VHU, ce qui était notre position au départ, hein, on a tout de suite dit non, la collecte, c'est nous. OK? Mais si on avait gardé ça, nos petits copains, hein, ils auraient dit, bah, vous voulez les voitures? OK, mais la collecte, vous l'absorbez.
Donc, c'est la raison pour laquelle on a préféré laisser laisser l'activité collecte. En plus, je vous ai dit que dans toutes les déchets, vous le trouvez bien d'ailleurs, hein, quand on fait enlever nos déchets, quels que soient nos déchets, on a bien un bordereau de détenteur, une partie remplie par le détenteur, une partie remplie par le collecteur et une partie remplie par le centre de traitement. Et très souvent, on a des fois l'entreprise qui fait la collecte et le centre de traitement, mais c'est bien deux actions différentes. Voilà pour le collecteur. J'ai vu aussi passer une question sur les assureurs. Oui, oui. SARL Gauthier qui demande quid des assurances. Alors, pas quid des assurances. Les assurances, elles sont concernées par le fait de la réglementation déchets qui dit que tout produit dont le détenteur ne sait pas son devenir est un déchet. Donc, logiquement, au départ, la DGPR, la Direction Générale de la Prévention des risques, qui a écrit le décret, considérait que le véhicule assurance était dedans. Mais là encore, c'est pour ça qu'il y a du lobbying aussi du côté France Assureur, c'est que on n'est pas du tout dans ce débat-là. Le véhicule, c'est pas le véhicule assurance. On est sur deux notions dans le véhicule assurance. Je rappelle, une notion économique et une notion technique. Et le souhait que nous voulons apporter et la précision que nous demandons d'apporter dans le cas des arrêtés, c'est que seul son conseil, on est bien sur une réglementation technique et en aucun cas une réglementation économique. Donc, les véhicules techniquement irréparables sont forcément des déchets, ça c'est clair, donc seront des VHU. Ce qui est le cas aujourd'hui, hein, ça ne changera rien au texte. Mais le véhicule économiquement irréparable, mais techniquement réparable, c'est un véhicule qui peut être réparé et ça rentre pleinement dans l'approche philosophique et législative de l'Europe, puisque je rappelle que les produits doivent en priorité, s'ils peuvent être réparés, doivent être réparés, et un VEI économiquement irréparable et techniquement réparable peut être réparé. Donc, par définition, ce produit, le VEI techniquement réparable, doit sortir de l'application du texte. Mais ça, ce sera dans les arrêtés que ce sera précisé. Donc, à l'heure où je vous parle, effectivement, je ne peux pas vous affirmer qu'ils vont être complètement exclus de la... Enfin, quelle va être la décision finale? Je peux pas vous la donner. On va faire tout ce qu'on peut pour que ce soit dans le bon sens, mais ce n'est pas forcément gagné. Nous avons une dernière question de Marie Alési. Devons-nous individuellement contacter les constructeurs pour obtenir un contrat ou devons-nous attendre sans bouger? Pour l'instant, je dirais qu'il est urgent d'attendre. Voilà. Il est urgent d'attendre. Attendez, vous avez pu voir, on est quand même très réactif. On est sur les dossiers en permanence et on vous fait des visios. On organise des visios immédiatement derrière pour vous tenir informés. Donc, dès qu'on va, honnêtement, il n'y aura pas de dépôt je vois mal comment il y aurait d'agrément d'éco-organisme sous système individuel avant le début, le premier trimestre 2023. Donc, et on va vite savoir en même temps, parce qu'on continue à avoir des contacts avec les producteurs. Je vous l'ai dit, on les a déjà rencontrés les trois plus gros et on est en contact avec la SIAM qui est organisée. La SIAM, c'est le syndicat, c'est le conseil c'est le syndicat des importateurs. Donc, vous voyez, on a des contacts avec tout le monde et on va forcément voir avec eux comment ça va se gérer. Donc, on passera le message au fur et à mesure de. Patrick, ce qu'on peut permettre de compléter là, c'est qu'en fait, on va avoir l'arrêté cahier des charges qui va définir en gros le cahier des charges pour les éco-organismes et les systèmes individuels. Une fois que l'arrêté est publié, les constructeurs vont devoir déposer des dossiers auprès du ministère de l'Environnement. Et après, c'est le ministère de l'Environnement qui va agréer ces systèmes individuels et éco-organismes. Et ensuite, là, dans ces cas-là, il y aura une contractualisation avec les centres VHU. Voilà, mais je ne sais pas si d'ailleurs dans leur cahier, dans leur dépôt de dossier, ils devront préciser comment se fera le recrutement des centres. Alors, pour d'autres filières, dans le dossier d'agrément, ils doivent mettre à disposition une copie de contrat, un exemplaire du contrat.
Voilà, mais ça après, peut est-ce être que une c'est une demande. démarche individuelle? Est-ce que c'est l'entreprise qui postule? Voilà, comment ça se passe dans les autres filières, Delphine? Alors, dans les autres filières, c'est l'éco-organisme. Il y a beaucoup plus d'éco-organismes aujourd'hui que de systèmes individuels, hein. Ouais. Et aujourd'hui, l'éco-organisme, il dépose tout un dossier, il explique comment il va procéder et après, il met une trame de contrat et après, soit il fait des appels d'offres et là, vous avez les collecteurs ou les centres de traitement qui répondent à cet appel d'offres. Et puis ensuite, il y a une contractualisation. Là, on passe dans du droit privé. D'accord. Donc, comme vous voyez, il y a pas de système, il y a pas de système imposé. Donc, on va voir un peu comment ça va se passer parce que, comme je vous ai dit, on vous a dit tout à l'heure, il y a dans la vision Renault, par exemple, pour citer que celle-ci qui est la dernière en date. Donc, oui, je disais, eux-mêmes, bon, ils ont dit que voilà, ils s'appuyaient sur Indra. On sait que Volkswagen s'appuie sur Trace Auto. On ne sait pas exactement ce que veut faire Stellantis, mais à première vue, dans leur premier discours, je pense qu'ils vont vouloir gérer eux en direct. Hein, quand les a rencontrés, on peut imaginer que c'est eux qui vont faire les signatures directes, alors que Renault nous a dit la semaine dernière, bah nous, de toute façon, on signera avec personne. C'est pas nous qui allons signer. Donc, je vois pas comment ils vont pas signer, mais bon, parce qu'un système individuel, logique, en toute logique, on signe directement avec le constructeur. Donc, qu'est-ce ils espèrent comme tour de passe-passe? Parce que là aussi, sachez quand même que les producteurs de leur côté sont pas plus avancés que nous sur ce qui va réellement se passer, hein. Ils sont aussi dans les spéculations comme nous. Hein. Nous, on dit, il va peut-être se passer ci, il va peut-être se passer ça, il va peut-être se passer comme ci, comme ça. Mais honnêtement, eux-mêmes, ils ont leur vision des choses, ils espèrent la faire entériner, mais c'est pas gagné non plus. Donc, clairement, je vous ai dit, on n'a pas le dernier épisode pour l'instant. Mais comptez sur nous pour vous tenir informés au fur et à mesure des évolutions. D'autres questions? Bon, juste, bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Juste une petite question pratique. Alors, j'ai peut-être pas tout écouté, hein, c'est peut-être pas un bon élève, mais une question pratique. Un particulier nous ramène une voiture, fin de vie ou pas, que je veux dire, Oui. et on décide de pas la casser cette voiture. Est-ce qu'on pourra toujours, ou à partir du moment où le client en ramène un VO, quoi, en fait, hein, oui, avec une occasion. Il n'y a pas de souci, attention, hein, il faudra bien qu'il n'ait pas décidé que ce soit VHU, hein, on est bien d'accord. Bien sûr, si péculièrement, effectivement, il est intéressé pour cette voiture, qu'elle soit remise en circulation et qu'il soit d'accord, il n'y a aucun problème, je suppose. Aucun problème, puisqu'on a toujours on garde l'approvisionnement. Je rappelle, on garde l'approvisionnement en direct et c'est nous qui émettons la DAD. Donc, dans l'hypothèse, on fait une DA, le véhicule repart, le problème ne se pose pas. Voilà. On reste le centre d'accueil, de toute façon. On rentre le centre d'accueil. C'est bien ce que je dis. On aura le droit de réceptionner aujourd'hui, même si on n'a signé avec personne, on a le droit de réceptionner les véhicules. C'est ce qui nous donne un point fort, parce que si on avait suivi l'ancien, c'est pour ça que c'était très important de garder ça, parce que le fait de le réceptionner va aussi nous permettre d'obliger un petit peu les éco-organismes, ces systèmes individuels à signer avec nous. Alors que, parce qu'on va leur dire, bah, attendez, là, si vous voulez venir chercher la voiture, vous avez 100 € par jour pendant 30 jours, pendant ceci, pendant cela, ça va piquer. Ça va piquer, et c'est notre moyen de chantage, hein, qu'on soit honnête. Je le vois comme ça, moi, aujourd'hui. Hein. Ok. Là, c'était important. J'ai vu aussi passer une question. Oui, on pourra signer avec autant d'éco-organismes et de systèmes individuels qu'il en existe. C'est pas parce qu'on a signé avec un et la réglementation interdit au système de vouloir créer un monopole. Il ne peut pas. Donc, on pourra signer et c'est pour ça que globalement, comme je vous dis, et ils sont conscients
ce qui nous ennuie aussi, c'est d'avoir des cahiers des charges différents, parce que c'est ça le problème du système individuel. C'est que si on en a un qui veut que la Stellantis elle soit traitée verticale, l'autre sur le dos, l'autre ceci, qu'on récupère ci pour l'une et ça pour l'autre, qu'on fasse des tas séparés pour la matière de Stellantis, la matière de Renault, la matière de Volkswagen et patin couffin, ça va être ingérable. On leur dit, mais attendez, vous êtes quand même conscient que dans la pratique, ça n'a pas de sens. Alors bon, ils savent qu'il va falloir de toute façon avancer, ils n'auront pas beaucoup de choix. Parce que de toute façon, je vous ai dit, on va finir par pas changer grand-chose. Par contre, ce qui va nous emmerder, c'est effectivement si on a une multitude de cahiers des charges et qu'ils ne sont pas identiques pour faire la restitution, les restitutions. C'est ce qui m'ennuie un peu. Et puis après, forcément, le devenir de savoir qui va rester propriétaire du produit, de la matière. Ça, c'est clair. Voilà. Mais pour l'instant, je vous ai dit, je n'ai pas de réponse favorable ni défavorable à vous donner. Je l'ai pas. On n'a pas pour l'instant. Ça sera précisé dans les arrêtés. Mais la position est quand même très claire hein, des hommes politiques aujourd'hui qu'on a consultés, que ce soit au ministère de l'Environnement, ministère le cabinet du Premier ministre, ministère de l'Industrie, les centres doivent produire de la PIEC. Hein. Donc ça, on a bonne chance. Et on commence à nous interroger et on va devoir travailler sur le taux qu'on va proposer, le taux minimum de valorisation de PIEC. Hein, je vous le dis. Donc, mais il va falloir qu'on fasse des réponses, enfin des propositions intelligentes, parce qu'il ne va pas falloir qu'on mette dans notre raisonnement que globalement, tous les centres devront minimum doubler leur volumétrie. D'accord? Donc, eh oui. Donc, ça, c'est pas rien. Et c'est aussi un des facteurs que prennent conscience les producteurs. Hein. Il va falloir quand même démontrer qu'on soit en mesure de traiter 1 800 000 voitures, hein, quand même. Donc, ils savent que ça ne va pas être si évident que ça. Eh bien, écoutez, on vous remercie tous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, parce que je ne pense pas je vous aurai avant. Et à très bientôt pour tous. Bye bye.